Tout au long de sa vie, Angie Dickinson a connu la romance. En tant que l'une des beautés les plus captivantes d'Hollywood, les hommes allaient et venaient. Certains ont apporté de la joie, d'autres n'ont laissé derrière eux que des regrets. Pourtant, au milieu de ce tourbillon d'aventures éphémères et de liaisons qui ont fait de la une des journaux, il y avait un homme qui se distinguait des autres. Aujourd'hui, à 93 ans, avec la clarté d'une vie pleinement vécue, Dickinson regarde en arrière et confesse l'amour de sa vie. Qui est cet homme mystérieux? Rejoignez-nous pour tirer les rideaux. Des débuts modestes. Avant Policewoman, avant les flashs des caméras et les rôles emblématiques, Angie Dickinson avait déjà captivé certains des hommes les plus puissants d'Hollywood. Frank Sinatra l'adorait. John F. Kennedy aurait été charmé par elle. Les réalisateurs l'ont choisie non seulement pour sa beauté, mais aussi parce qu'elle pouvait tenir son rang à l'écran. Forte, sensuelle et toujours en contrôle. Les hommes de sa vie ont fait les gros titres, mais Angie a marqué l'histoire. Elle n'était pas seulement observée par les hommes, elle était admirée par le public. Lorsqu'Angie entrait dans un rôle, elle ne se contentait pas de le jouer, elle se l'appropriait. Son rôle de sergent Pepper Anderson dans Policewoman n'a pas seulement marqué un tournant pour la télévision, mais aussi un changement culturel. Pour la première fois, une femme dirigeait un drame d'1 heure à 1 heure de grande écoute, et elle le faisait avec autorité et séduction. Angie savait comment travailler avec la caméra, mais elle savait aussi comment travailler dans une pièce. Sa présence était indéniable. Mais son histoire n'a pas commencé sur un tapis rouge. Elle a commencé dans une petite ville de la prairie du Dakota du Nord. Avant les paillettes, les robes et les flashs étincelants des caméras hollywoodiennes, Angie Dickinson était qu'Angeline Brown, une jeune fille d'une petite ville avec de grands rêves et une étincelle qui ne pouvait pas s'éteindre. Née le 30 septembre 1931 dans la ville endormie de Colm, dans le Dakota du Nord. Elle était la deuxième des 3 filles d'une famille germano-américaine qui travaillait dur. Ses parents, Frederica et Leo Henry Brown, étaient profondément enracinés dans leur communauté. Leo, éditeur de journaux respecté et rédacteur en chef du Colm Messenger et du Edgeley Mail, était un homme de mots et d'histoire. Cette influence s'exercera profondément sur Angie, qui captivera un jour le public non pas avec de l'encre sur du papier, mais avec l'attraction magnétique de sa présence à l'écran. Dès le début, elle a été entourée d'histoire. Elle a été élevée dans la religion catholique et dans un foyer où la discipline côtoyait l'imagination. Son père, l'homme de la Renaissance, dirigeait non seulement le journal, mais était également projectionniste dans l'unique salle de cinéma de la ville. La jeune Angie était souvent fascinée par le grand écran, regardant des histoires en noir et blanc prendre vie, jusqu'à ce qu'une tragédie survienne et que le cinéma brûle. Pourtant, à ce moment-là, la graine avait été plantée. Pour elle, le cinéma n'est plus un simple divertissement. C'est une véritable magie. En 1942, à l'âge de 10 ans, la vie d'Angie change radicalement. La famille Brown fait ses valises et quitte les plaines tranquilles du Dakota du Nord pour les banlieues ensoleillées de la Californie du Sud. Ils s'installent à Burbank, à 2 pas d'Hollywood. Mais les lumières de la grande ville sont encore loin de la réalité d'Angie. Elle a rapidement prouvé qu'elle était plus qu'un joli visage. À 15 ans, elle est diplômée du lycée Bellarmine Jefferson, 1 an après avoir remporté le 6e concours annuel de rédaction sur la Déclaration des droits. Clin d'œil au sang journalistique qui coule dans ses veines. Elle était intelligente, éloquente et déterminée. Prévoyant à l'origine de suivre les traces de son père en tant qu'écrivain, elle a suivi des études à l'Immaculate Heart et au Glendale Community College, où elle a obtenu un diplôme de commerce en 1954. Au cours de ces années, elle a occupé des emplois au Lockheed Air Terminal, aujourd'hui Bob Hope Airport, et même dans une usine de fabrication de pièces détachées. C'était un travail humble, mais Angie ne s'est jamais considérée comme au-dessus de la mêlée. Elle broyait, apprenait et absorbait. Puis vint 1952. Angie Brown est devenue Angie Dickinson lorsqu'elle a épousé le joueur de football Gene Dickinson. Le nom est resté, longtemps après le mariage. C'est le rôle qui a permis à Dickinson de percer. Et le destin, comme c'est souvent le cas dans les histoires hollywoodiennes,
a frappé à la porte de façon inattendue. Angie a participé à un concours local de Miss America et s'est classée deuxième. Mais cela a suffi à attirer l'attention d'un agent de casting. Cette petite percée lui a permis d'être l'une des 6 showgirls glamour de l'émission The Jimmy Durant Show. Avec une prestance et un charme éblouissant, elle a attiré l'attention, même au sein d'un groupe de beauté et de talent. À partir de là, les dominos ont commencé à tomber. Un producteur de télévision a vu en elle quelque chose de spécial, au-delà de la beauté, une présence. Il l'a encouragée à faire du théâtre. Angie a pris les suggestions au sérieux, se plongeant dans le métier avec le cœur d'une étudiante et l'âme d'une artiste. La chaîne NBC ne tarde pas à l'appeler et elle commence à apparaître dans The Colgate Comedy Hour et dans d'autres émissions de variété. C'est à cette époque qu'elle rencontre Frank Sinatra, qui devient rapidement l'un de ses plus proches amis, un allié et un confident dans le monde imprévisible du show business. Elle fait ses débuts d'actrice la veille du Nouvel An, 1954, dans un épisode de Death Valley Days. Des débuts modestes, mais qui ouvrent la voie à quelque chose de plus grand. Angie est rapidement devenue une vedette de l'âge d'or de la télévision, acceptant des rôles dans toutes sortes d'émissions, du théâtre de matinée à Buffalo Bill Jr., City Detective at General Electric Theater. Elle était d'une rare polyvalence, tantôt douce et sincère, tantôt ardente et implacable. Ses apparitions dans Gunsmoke, The Virginian et Cheyenne ont prouvé qu'elle pouvait monter à cheval, manier des armes et commander une scène avec les meilleurs d'entre eux. À la fin des années 1950, Dickinson était l'un des visages les plus reconnaissables du petit écran. Son premier rôle, non crédité, apparaît en 1954 dans Lucky Me, avec l'effervescente Doris Day. Clignez des yeux et vous la manquerez. Mais c'était le début de quelque chose d'important. Au cours des 2 années suivantes, elle accumule les seconds rôles. Dès le début, elle a fait savoir qu'elle ne souhaitait pas suivre la voie tracée par Marilyn Monroe ou Jane Mansfield. Elle refuse de devenir une autre bombe blonde platine, moulée dans une caricature de sex appeal. Les studios ont tout de même essayé, éclaircissant ses mèches naturellement brunes en un doux blond miel, juste assez pour satisfaire aux normes de beauté de l'époque, mais pas assez pour l'enfermer. Elle avait de l'envergure, et elle avait l'intention de s'en servir. Son grand départ ne s'est pas fait avec un coup d'éclat, mais avec un traînage lent dans une ville poussiéreuse. Rio Bravo, 1959. Réalisé par Howard Hawks. Rio Bravo est un film qui a fait date et qui a permis à Dickinson de devenir une vedette hollywoodienne à part entière, dans le rôle de Feathers, la flirteuse croupière qui attire l'attention du shérif. Jouée par John Wayne, Dickinson était lumineuse. Elle s'est imposée face à une distribution puissante comprenant Dean Martin, Ricky Nelson et Walter Brennan. Et elle l'a fait avec esprit, une retenue sulfureuse et un soupçon d'espièglerie qui l'ont rendue inoubliable. De la prairie du Dakota du Nord à la royauté hollywoodienne. Le parcours d'Angie Dickinson est tout sauf typique. Elle a défié les stéréotypes, évité les clichés et est devenue une icône. Non seulement pour son apparence, mais aussi pour la façon dont elle s'est comportée à chaque époque du cinéma et de la télévision. Toujours en évolution, toujours en contrôle, toujours inoubliable. Le rôle d'Angie Dickinson dans The Policewoman. Au début des années 1970, Angie Dickinson s'était déjà fait une place à Hollywood. Elle était connue pour son côté sulfureux, sa maîtrise de l'écran et son curriculum vitae qui oscillait facilement entre la gravité des films de série B et le charme des films de série A. Elle n'a pas besoin de la télévision, mais la télévision l'appelle quand même. En mars 1974, Madame Dickinson apparaît dans un seul épisode de Police Story, une série d'anthologie connue pour sa vision réaliste des forces de l'ordre. L'épisode est un succès. Et elle aussi. Les téléspectateurs ont immédiatement réagi, tout comme la chaîne. NBC est revenu avec une offre, un rôle principal dans une série dérivée, une série hebdomadaire, sa propre émission. Au début, Dickinson résiste. La télévision, surtout pour les femmes à l'époque, avait la réputation de réduire les personnages à des stéréotypes. Mais les producteurs ont présenté des arguments convaincants. Ce rôle sera différent. Plus important encore, cela la mettrait en présence de millions de téléspectateurs chaque semaine.
Dickinson a donc accepté. Police Woman a été diffusée pour la première fois plus tard dans l'année, avec Dickinson dans le rôle du sergent Suzanne Pepper Anderson, un officier de l'unité de conspiration criminelle de la police de Los Angeles. Elle travaillait sous couverture, passant d'un déguisement à l'autre tout en enquêtant dans les coins les plus sombres de la ville. Earl Holliman joue le rôle de son commandant, le sergent Bill Crowley, aux côtés de Charles Dirkup et Ed Bernard dans le rôle de ses collègues enquêteurs. Dès le début, Dickinson tient l'écran avec autorité. Elle n'a pas joué le rôle de la dureté juste pour prouver quelque chose. Pepper était vive, posée et empathique. Un personnage qui n'avait pas besoin de crier pour prendre le contrôle. Le public a réagi. L'émission a rapidement grimpé dans l'audimat, devenant un succès surprise non seulement aux États-Unis, mais aussi dans le reste du monde. Mais aussi dans le monde entier. À une époque où les premiers rôles féminins dans les séries dramatiques étaient rares, la présence de Dickinson était plus qu'une nouveauté. C'était un changement. Elle a été nommée 3 fois de suite à l'Emmy Award de la meilleure actrice principale dans une série dramatique et a remporté un Golden Globe. Police Woman a duré 4 saisons et, à son apogée, Dickinson est devenue l'une des femmes les plus reconnaissables de la télévision. Mais le succès a un prix. Des années plus tard, lors d'une interview en 2019, elle a évoqué l'émission avec une pointe de regret. Le calendrier de tournage était implacable. La rémunération était décevante et l'engagement en termes de temps signifiait qu'elle devait refuser des rôles dans des films qui auraient pu pousser sa carrière dans des directions différentes. Il y avait aussi la pression constante pour maintenir son image. Mes jambes sont-elles exploitées? S'est-elle amusée un jour? C'est tout ce que j'ai à vendre. Bien qu'elle ait eu son mot à dire dans la création, Dickinson a souvent été mise en scène dans des scènes qui s'appuyaient fortement sur son attrait physique, comme prendre un appel téléphonique tout en se baignant dans un bain moussant. Elle a joué le jeu, mais la tension entre la substance du personnage et les attentes de l'industrie a toujours été présente. Pourtant, l'impact de Police Woman s'est étendu bien au-delà de l'audimat. Les services de police de tout le pays ont signalé une augmentation des candidatures de femmes, souvent inspirées par ce qu'elles ont vu à l'écran. Pepper Anderson n'était pas seulement un personnage. Elle est devenue un symbole de ce que les femmes peuvent faire et de la place qu'elles peuvent occuper. Dickinson connaissait les moments culturels qu'elle avait contribué à façonner. En 1987, lorsque la police de Los Angeles lui a décerné un doctorat honorifique, elle l'a accepté avec un clin d'œil. Maintenant, vous pouvez m'appeler Dr. Pepper. Même après la fin de la série en 1978, elle a repris son rôle pour la parodie et la nostalgie, reprenant Pepper Anderson pour l'émission spéciale Ringo de NBC avec Ringo Starr et John Ritter, et se moquant de sa propre image dans les émissions spéciales de Noël de Bob Hope et dans un épisode de 1987 de Saturday Night Live. La vie amoureuse tumultueuse d'Angie Dickinson, qui a su concilier une carrière très médiatisée et une vie profondément personnelle, est une corde raide que peu d'acteurs d'Hollywood parviennent à franchir avec élégance. Pour Angie Dickinson, la famille passait souvent avant tout, même lorsque les projecteurs menaçaient de l'entraîner dans une autre direction. Avant de devenir un nom connu de tous, Angie a épousé Jean Dickinson en 1952, la star de l'équipe de football de Glendale College. Ils se sont aimés à l'université, mais leur mariage s'est terminé en 1959, l'année même où elle a décroché le rôle de Feathers, la joueuse flirteuse dans Rio Bravo. Cette performance a cimenté son image de symbole du sang et a marqué le début de son ascension à Hollywood. Dans les années qui suivent, sa vie privée atterre presque autant l'attention que ses rôles à l'écran. Dickinson a entretenu des relations amoureuses avec certains des hommes les plus puissants de la culture américaine, parmi lesquels Frank Sinatra, son partenaire dans Ocean's 11, et, semble-t-il, le président John F. Kennedy. Mais la relation qui a le plus marqué sa vie privée a commencé en 1965, lorsqu'elle a épousé le légendaire compositeur Burt Bacharach. L'homme à l'origine de succès tels que I Say a Little Prayer et What the World Needs Now is Love. Leur mariage a duré 15 ans, une durée rare dans le monde du spectacle. Dickinson s'est décrite comme folle de Bacharach et, pendant un certain temps,
Le couple a concilié célébrité, ambition et affection avec une grâce remarquable. En 1966, ils ont eu leur seul enfant, une fille nommée Nikki, née 3 mois avant terme et ne pesant qu'1 kilo. La survie de Nikki était incertaine. Les médecins avaient prévenu que ses chances étaient minces. Angie et Bert ont suivi les progrès de leur fille heure par heure, célébrant chaque petite étape. 1 gramme de plus gagné, un jour sans crise. Nikki s'en est sortie, mais les difficultés ont continué. Plus tard, elle a développé des problèmes de vision et on lui a finalement diagnostiqué le syndrome d'Asperger. Pour Dickinson, cette expérience a tout changé. Les choix de carrière n'étaient plus seulement une question de scénario ou de temps d'écran. Il s'agissait de se rapprocher de son domicile. Elle a commencé à refuser des rôles, dont certains étaient des opportunités majeures, afin d'être plus présente. Parmi eux, le rôle emblématique de Hot Lips Houlihan dans M.A.S. Un rôle qu'elle a refusé parce qu'il l'aurait éloignée de sa fille. Même lorsqu'elle a décroché le rôle de policewoman en 1974, elle a insisté sur les limites à ne pas franchir. Dickinson a refusé de faire des heures supplémentaires, préférant rentrer à temps pour préparer le dîner pour Bacharach et Nikki. C'est une attitude rare dans une industrie où les heures de travail sont longues et les limites personnelles floues. Mais pour Dickinson, la vie de famille n'était pas une chose à caser entre les tournages. C'était le cœur de tout le reste. Sa décision de donner la priorité à sa famille a signifié qu'elle s'est éloignée du genre de rôles à succès qui auraient pu lui permettre de gravir les échelons d'Hollywood. Mais elle n'a jamais semblé le regretter. Ses choix témoignent d'une femme qui a compris le coût de la célébrité et qui a délibérément choisi le moment et la manière de le payer. Avant que Policewoman ne la propulse dans la célébrité, Angie Dickinson était sûre d'une chose. Elle ne voulait pas être plus célèbre que son mari. Mais c'est exactement ce qui s'est passé. Alors que la carrière d'Angie est en plein essor au milieu des années 1970, Bert Bacharach navigue sur un terrain rocailleux. Sur le plan professionnel, il traverse une période difficile, notamment lorsque sa collaboratrice de longue date, Dionne Warwick, l'attaque en justice dans le cadre d'un différend contractuel. À la maison, les fissures commençaient également à se faire sentir. Malgré sa profonde affection pour Bacharach, elle avoua un jour qu'elle était folle de lui. C'est Angie qui fait les vrais sacrifices. Elle a établi des limites claires au travail. Pas de week-ends, pas d'heures supplémentaires et pas de tournage de nuit si elle le peut. À la fin de la journée, elle rentrait directement à la maison pour préparer le dîner pour Bert et leur fille, Nikki. Sa co-vedette et Amy Earl Holliman l'a dit clairement. C'était dur pour Angie. Elle essayait de mener de front une série télévisée à succès et un mariage. Et la tension était visible. En 1976, 2 ans après le début de Policewoman, Angie et Bert ont commencé à vivre séparément. Leur mariage n'était pas terminé. Du moins pas officiellement. Mais ils ne partageaient plus la même vie quotidienne. Bacharach passait la plupart de son temps dans leur maison sur la plage à Del Mar, tandis qu'Angie restait dans leur maison de Beverly Hills avec Nikki. Ses amis ont qualifié cet arrangement d'étrange et Angie n'en disconvenait pas. Pourtant, elle a insisté sur le fait qu'ils s'en sortaient chacun de leur côté. « Nous sortons avec d'autres personnes », a-t-elle dit un jour, « mais je me considère toujours comme mariée à Bert. Tout à fait mariée. Je l'aime. Je l'adore. » Ce sentiment de loyauté perdurait. Mais il ne pouvait pas arrêter la dérive. Après 5 ans de séparation, ils divorcent en 1981. Angie s'en veut, du moins en partie. Elle disait qu'elle passait trop d'heures sur le plateau et que si les rôles avaient été inversés, elle serait partie elle aussi. Bacharach a ensuite épousé la compositrice Carol Bayer Sager. Angie lui a souhaité bonne chance, reconnaissant qu'il avait besoin de quelqu'un qui le comprenne à un niveau qu'elle n'a jamais atteint. Pourtant, leur lien ne s'est jamais totalement dissous. Angie conservait ses photos dans la maison, et leur amour pour Nikki restait le lien central entre eux. Nikki avait un penchant pour la musique, tout comme son père. Elle jouait de la batterie et était curieuse de la science, de la nature et du monde qui l'entourait. D'une certaine manière, elle ne ressemblait pas du tout à sa mère. Angie s'est souvenue un jour que Nikki lui avait dit qu'elle ne serait jamais aussi féminine l'une que l'autre, un moment qu'elle a gardé en mémoire.
Malgré des années de lutte contre des problèmes de vue et le syndrome d'Asperger, Nikki a trouvé un but à atteindre en étudiant la géologie à l'université Cal Lutheran. Avec l'aide de son père, elle a réussi à obtenir son diplôme, mais sa mauvaise vue l'a empêchée de poursuivre une carrière dans ce domaine. En avril 2012, Nikki s'est suicidée dans son appartement de Thousand Oaks. Elle avait 40 ans. Les détails sont déchirants. Elle a utilisé un sac en plastique et de l'hélium pour mettre fin à ses jours, cherchant, comme l'a déclaré plus tard le porte-parole de Burt, à se libérer du poids mental et émotionnel qu'elle portait depuis si longtemps. Elle s'est suicidée tranquillement et pacifiquement pour échapper aux ravages causés à son cerveau par la maladie d'Asperger. Peut-on lire dans la déclaration? Nikki aimait la science, les veillages glaciaires, les pluies de météorites, les tremblements de terre, les chatons, les couchers de soleil et Tahiti. Burt lui avait même écrit une chanson intitulée « Nikki » en 1969, bien avant qu'il ne comprenne pleinement ses difficultés. Sa mort a été un coup dur pour les deux parents. Pour Angie, c'était le genre de douleur qui ne se dissipe jamais complètement. Cette perte a marqué la fin d'un chapitre long et difficile, d'une vie façonnée par la célébrité, par le sacrifice et par l'amour tranquille et durable d'une mère qui n'a jamais cessé de se montrer. Bien qu'Angie ait vécu un chapitre déchirant de sa vie, il y a toujours eu des moments de soleil où elle est tombée profondément amoureuse. Il a été l'amour de sa vie, mais pas l'homme qu'elle a épousé. Angie Dickinson et Frank Sinatra ont partagé une histoire d'amour passionné qui a duré 2 décennies. Malgré leur profonde connexion et leur affection mutuelle, ils n'ont jamais marché jusqu'à l'autel. Pour un amour aussi intense que le leur, certaines choses se sont tout de même opposées. Sinatra, qui s'est marié 4 fois au cours de sa vie, a failli prendre un chemin différent avec Dickinson. La star de Policewoman a révélé plus tard qu'elle et Sinatra avaient sérieusement envisagé de se marier, mais que cela ne s'était finalement jamais produit. Bien qu'elle le décrive comme l'amour de sa vie, Madame Dickinson a admis qu'il y avait des raisons pour lesquelles elle ne pouvait pas dire oui. Leur histoire a commencé en 1953, lorsqu'ils se sont rencontrés dans les coulisses du Colgate Comedy Hour. À l'époque, Dickinson était marié à son premier mari, Jean Dickinson, tandis que Sinatra était avec sa seconde femme, Ava Gardner. Pourtant, les étincelles ont volé. Sinatra lui a demandé si elle était attachée, et lorsqu'elle a répondu par l'affirmative, il lui a demandé s'il fallait quand même prendre son numéro. Elle le lui a donné. Leur alchimie s'est poursuivie à l'écran lorsqu'ils ont joué ensemble dans Ocean's 11 en 1960, où Dickinson incarnait Beatrice, la femme de Danny Ocean. La même année, elle divorce. À partir de ce moment-là, elle et Sinatra sont restés liés, parfois de manière romantique, parfois en tant qu'amis proches, mais toujours avec un lien qui défie toute définition facile. En 2016, lors d'une interview avec Studio Dix, Dickinson s'est exprimé sur leur relation. Il a été l'homme le plus important de ma vie. Nous avons été amants par intermittence pendant de nombreuses années. Ils ont même parlé de se marier en 1964. Lors d'une interview ultérieure avec Fox News, elle a déclaré « Nous en avons parlé. Nous étions tellement à l'aise l'un avec l'autre que ce n'était pas vraiment nécessaire. Mais nous en avons parlé quelques fois. Je n'étais pas très enthousiaste. Je n'aurais pas voulu relever ce défi. Ce défi, comme elle l'a expliqué, était le mode de vie nocturne de Sinatra. Il se couchait à 6 h.m. Elle a expliqué à Entertainment Weekly que Sinatra se couchait à 6 heures du matin. J'étais folle de lui. Il était fabuleux. Il a été l'amour de ma vie, même si je n'aurais pas voulu me marier avec lui. Sinatra avait lui aussi ses propres réserves. Il a dit un jour à Dickinson, « Je ne vais pas épouser une star de cinéma. » Dickinson a ri de l'ironie de la situation, étant donné qu'il a épousé l'actrice Mia Farrow en 1966 et qu'il avait déjà été marié à Ava Gardner. Lors d'une interview avec CBS Sunday Morning, Dickinson s'est souvenu avoir répondu « Je ne vous en veux pas. Je ne souhaite cela à personne. » Elle a ajouté « En fait, je ne voulais pas l'épouser et je ne voulais pas qu'il me le demande parce que je ne voulais pas dire non à Frank Sinatra. » Bien qu'ils ne se soient pas mariés, leur lien a perduré jusqu'à la mort de Sinatra en 1998.
Dickinson a ensuite épousé le compositeur Burt Bacharach en 1965. Aujourd'hui, Dickinson se souvient de Sinatra avec beaucoup d'affection et un sourire. « Il était l'amour de ma vie », a-t-elle déclaré à Fox News. Cela fait du bien de penser à lui. Il avait un talent extraordinaire. C'est le moins que l'on puisse dire. Quand on voit sa capacité à jouer la comédie et à chanter, il n'a pas toujours relevé les défis, mais je pense qu'il aurait pu chanter n'importe quoi. Elle a ajouté avec affection qu'il était aussi un homme extraordinaire. Il était difficile, merveilleux, courageux et fou. Leur histoire d'amour ne s'est peut-être pas terminée par un mariage, mais elle a laissé une impression durable, un rappel doux amer que les relations les plus significatives sont parfois celles qui ne suivent pas le chemin traditionnel. La vérité sur la relation entre Angie Dickinson et John Wayne. Angie Dickinson a peut-être été une pionnière à la télévision, mais en dehors de l'écran. Sa vie était tout aussi captivante et parfois scandaleuse. Prenons l'exemple de sa relation intermittente avec Sinatra. Parmi les chuchotements qui ont suivi son ascension à Hollywood, on trouve une rumeur persistante selon laquelle elle aurait eu une aventure romantique avec nul autre que John Wayne. Mais était-ce vrai? Des étincelles ont-elles vraiment jailli au-delà du plateau de tournage? Ou n'était-ce que de la fumée et pas de feu, alors que certaines histoires s'estompent avec le temps? Le lien entre Dickinson et Wayne suscite toujours la curiosité, en partie à cause de l'indéniable alchimie qu'ils ont partagée à l'écran. John Wayne, la robuste icône des westerns, a partagé l'écran avec de nombreuses femmes fortes au fil des ans, mais selon le duc lui-même, aucune n'a laissé une impression aussi forte qu'Angie Dickinson. Ils se sont croisés pour la première fois en 1958 lors du tournage de « J'ai épousé une femme ». Dans cette comédie légère, Wayne joue son propre rôle et Dickinson celui de sa femme à l'écran. Bien que leur temps de présence à l'écran ait été bref, un déclic s'est produit. Malgré leur différence d'âge de 24 ans, ils se sont immédiatement entendus. Ce qui a commencé comme une collaboration professionnelle s'est étendu à de nombreux films et, soi-disant, à une connexion personnelle plus profonde. La deuxième fois qu'ils ont partagé un plateau de tournage a eu lieu des années plus tard, dans le film de guerre Cast A Giant Shadow, 1966. Mais leur collaboration la plus mémorable et la plus célèbre, celle qui a gravé leur alchimie dans l'histoire du cinéma, a été Rio Bravo en 1959. Réalisé par le légendaire Howard Hawks, Rio Bravo a pris de l'ampleur au fil des décennies et est aujourd'hui considéré comme l'un des plus grands westerns jamais réalisés. Avec son mélange captivant d'action, de romance et de tension, il a montré au public une autre facette de John Wayne, adoucie par la présence de Dickinson. Elle incarne Feathers, une danseuse de revue audacieuse et pleine d'esprit qui entame une idylle improbable avec le shérif de Wayne. Un homme dur et sans état d'âme. Et contrairement à la plupart des films précédents de Wayne, Rio Bravo a osé donner à son personnage une fin romantique. Comme le dit le personnage de Walter Brennan dans Les Derniers Instants, le shérif s'est trouvé une fille. Ce n'était pas typique de Wayne. Ses personnages étaient souvent trop durs, trop concentrés, trop fermés pour que les histoires d'amour puissent s'épanouir. Mais avec Dickinson, cela a fonctionné. Et ce n'est pas une coïncidence. Elle a fait ressortir de lui quelque chose que peu d'autres ont pu faire. L'affection entre eux n'était pas seulement dans le scénario. Elle était réelle, naturelle et profondément crédible. Pour sa part, Dickinson n'a jamais manqué une occasion de faire l'éloge de Wayne, le décrivant comme adorable dans des interviews ultérieures. Lors d'une conversation en 2011 avec Austin Culture Map, elle a noté que Rio Bravo montrait une facette différente du célèbre acteur stoïque, une facette plus douce et plus vulnérable. Je pense que c'est un côté de lui que nous n'avons pas vu dans beaucoup de ses films, a-t-elle déclaré. Il est difficile de contester cela. Sa prestation dans Rio Bravo reste l'une de ses meilleures et a permis d'humaniser le cowboy, plus grande que nature. Les initiés d'Hollywood et les fans de longue date ont longtemps spéculé sur le fait que les deux avaient partagé une romance dans la vraie vie. Les rumeurs n'ont jamais été confirmées, mais elles n'ont jamais été démenties non plus. Cela n'a pas aidé Dickinson, tout au long de sa carrière, à entretenir des relations amoureuses avec de nombreux hommes célèbres, Frank Sinatra étant l'un des plus connus. My John Wayne, Louis, reste dans les mémoires
précisément en raison de la chaleur qu'ils ont générée à l'écran et de l'admiration mutuelle qu'ils ont exprimée lors d'interviews. Wayne lui-même a dit un jour, comme le cite Michael Munn dans son livre John Wayne, « The Man Behind the Myth ». C'est un grand éloge de la part d'un homme qui a travaillé avec certaines des meilleures femmes d'Hollywood, y compris Maureen O'Hara, sa co-vedette la plus fréquente. Mais le compliment de Wayne ne s'arrête pas là. Elle était l'une des meilleures actrices avec lesquelles j'ai jamais travaillé, a-t-il ajouté, la faisant passer du statut de simple partenaire à celui de collaboratrice hors pair. Le personnage de Dickinson, Feathers, n'apparaît dans Rio Bravo qu'au deuxième acte, mais dès qu'elle apparaît, elle vole la vedette, sa vivacité d'esprit. Son assurance et sa confiance vont de pair avec l'imposante présence de Wayne à l'écran. Elle ne se contente pas de jouer l'intérêt amoureux. Elle égale la force du shérif avec la sienne. Il est intéressant de noter que Rio Bravo n'a fait que gagner en importance avec le temps. Bien accueilli en 1959. Ce n'est que des années plus tard que les critiques et les cinéastes ont commencé à reconnaître son véritable impact. En 2008, l'American Film Institute l'a classé parmi les 10 meilleurs westerns de tous les temps. En 2014, il a été inscrit au National Film Registry de la Bibliothèque du Congrès en raison de son importance culturelle, historique ou esthétique. Ses empreintes sont omniprésentes, même dans les films modernes. Le réalisateur John Carpenter l'a célèbrement cité comme une influence clé. Sur son thriller Assault on Precinct 13, 1976. Et ce n'est pas seulement l'histoire ou la mise en scène qui rend Rio Bravo si durable. Les acteurs, de Walter Brennan, inoubliable dans le rôle de l'homme à la jambe courte, aux musiciens Dean Martin et Ricky Nelson, apportent tous quelque chose de spécial. Mais au fond, c'est l'interaction entre Wayne et Dickinson qui donne au film son étincelle. Il est rare de voir un western de cette époque équilibré avec autant d'élégance la gravité et le romantisme. Et plus rare encore que ce romantisme soit aussi vivant. Quant à ces rumeurs, ni Dickinson ni Wayne n'y ont jamais vraiment répondu. Et c'est peut-être ce qui fait partie de la magie du film. À une époque où les secrets hollywoodiens étaient gardés et les légendes soigneusement entretenues, il valait mieux ne pas dire certaines vérités. Ce qui nous reste, c'est l'héritage d'un film et d'un couple qui continue à captiver le public plus de 6 décennies plus tard. Qu'ils aient été amants hors de l'écran ou qu'ils aient simplement partagé un lien extraordinaire à l'écran. Une chose est sûre, Angie Dickinson et John Wayne ont créé un souvenir cinématographique qui continue de brûler. Que pensez-vous de la relation entre Angie Dickinson et Frank Sinatra? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour en savoir plus. Cliquez également sur la vidéo suivante qui s'affiche sur votre écran. Vous l'apprécierez.